Et j'ai le plaisir donc de passer la parole à Cédric Lemogne, qui est psychiatre, qui dirige une unité fonctionnelle de psychiatrie de liaison directement dédiée à la prise en charge de la maladie rénale chronique à l'HEGP. Et donc il va nous faire part de son expérience, qui je pense là pourra susciter beaucoup de questions. Là je reprends le souhait de Renato Montero, de la part de l'assistance, puisque je pense qu'on va entrer dans des problèmes assez pratiques. Voilà. Non ? On va rester aussi un peu scientifique malgré tout, parce que je pense que pour que le champ ait besoin d'évoluer, il faut aussi pour les décideurs un peu de données un peu robustes avant qu'on puisse s'intéresser à la subjectivité de tout ce qui se passe chez ces patients. Merci pour cette introduction, merci pour cette invitation aussi. Effectivement, l'unité de psychiatrie et de psychologie de liaison de Pompidou s'intéresse essentiellement à la prise en charge des patients, non pas ayant forcément des maladies rénales, mais ayant des maladies dites somatiques, et donc pas des patients qui ont comme trouble premier des troubles mentaux. La notion de médecine psychosomatique, c'est un terme qui est un peu équivoque en français. En gros, c'est la partie de la médecine qui étudie et s'intéresse à la prise en charge de tout ce que sont les relations entre des phénomènes psychologiques et les maladies physiques. Voilà ma déclaration de conflit d'intérêt. Je suis intervenu à plusieurs reprises dans des interventions dans lesquelles les laboratoires pharmaceutiques commercialisent des psychotropes, bien que ce ne soit jamais le sujet de mon intervention. De façon simple, on peut poser le problème de l'interaction entre les maladies rénales chroniques et la médecine psychosomatique, comme donc les relations entre des facteurs psychosociaux et la maladie rénale chronique, avec plusieurs types de relations qui vont nous intéresser. La première relation dont je parlerai assez peu, ce sont les facteurs de risque psychologiques éventuels de développer une maladie rénale chronique. Ce dont je parlerai plus, c'est l'impact de la maladie rénale chronique sur l'état psychologique, voire psychiatrique, des sujets qui en souffrent. L'impact des facteurs psychologiques, psychosociaux de façon générale, sur le pronostic de la maladie rénale chronique. Est-ce que avoir une maladie rénale chronique et être déprimé est associé par exemple à une progression plus rapide de la maladie rénale chronique ou pas? Et puis bien sûr, si on peut intervenir sur ces facteurs psychologiques, est-ce que cette intervention se limite à augmenter la santé mentale, diminuer les affects dépressifs, ou est-ce qu'on peut même espérer un impact sur la maladie rénale chronique de ces interventions psychologiques? Donc première étape sur laquelle on va se focaliser quelques instants, l'impact de la maladie rénale chronique sur les facteurs psychologiques. Pour simplifier les choses et pas nous perdre dans plein de notions, je vais me focaliser sur la dépression, puisque c'est le problème peut-être numéro 1. L'épisode dépressif, alors la dépression c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans le langage courant, mais en médecine ça renvoie à quelque chose d'assez spécifique. C'est au moins un épisode ou la répétition d'épisodes qui présentent des caractéristiques, bien sûr des symptômes. Donc celui qui est le plus connu c'est peut-être la tristesse. Alors elle est pathologique parce qu'elle est constante et qu'elle n'est plus sensible à l'environnement. Ce qui est plus spécifique de la dépression, c'est la perte d'intérêt et de plaisir pour quoi que ce soit. Et puis la fatigue, qui n'est absolument pas spécifique, mais qui est très sensible. D'autres symptômes peuvent accompagner cet état dépressif, perte de confiance en soi, sentiment de culpabilité, des idées suicidaires, des troubles cognitifs, surtout concentration, attention, un ralentissement psychomoteur, des troubles du sommeil, et puis des modifications de l'appétit avec variation pondérale. Ce qui est surtout important, c'est que ces symptômes sont présents de façon stable au cours du temps, pendant au moins 2 semaines. Ils ne sont pas imputables, et c'est un point critique dès lors que quelqu'un a une maladie somatique par ailleurs, à une affection organique, pas directement. Et puis surtout, la dépression est associée à un retentissement fonctionnel majeur. Alors c'est souvent oublié, mais j'aime bien montrer cette diapo, qui est issue de travaux de l'OMS, sur le fardeau associé aux maladies chroniques non communicables. Donc ça, c'est le nombre d'années de bonne santé perdues, c'est-à-dire soit parce qu'on est mort prématurément, soit parce qu'on est invalide. La totalité des années en bonne santé perdues dans le monde pour des maladies non transmissibles. Vous avez les troubles neuropsychiatriques, c'est 30%. Et ce n'est pas dont 10% de maladies dépressives, c'est 10% du total, les maladies de dépression. Les cancers sont à 11%, la dépression est à 10%. Pour rappeler un peu le fardeau que représentent les troubles mentaux, parce qu'on n'a pas toujours cette notion en tête. Qu'est-ce qu'il en est de la prévalence de la dépression chez les patients atteints de maladies rénales chroniques? Ici, de patients souffrant d'insuffisance rénale, il y a énormément de travaux qui portent sur cette question descriptive. Ici sont les résultats d'une méta-analyse. Si on doit retenir 2 chiffres, finalement, chez des gens qui ne sont pas en dialyse,
tout stade confondu, 1 à 5, on a environ, en fonction de la technique utilisée, soit un entretien standardisé avec un psychiatre ou un professionnel de santé mentale, soit des questionnaires, quelque chose qui tourne entre 20 à 25% des patients atteints de maladies rénales chroniques qui présentent un état dépressif caractérisé. Il est souvent sous-diagnostiqué. Si on s'intéresse maintenant au sujet en dialyse, on observe des chiffres qui sont beaucoup plus importants. Alors, je pense qu'il faut modérer un peu, puisque quand on regarde, et c'est fait par les auteurs de cette méta-analyse, il y a plusieurs façons de diagnostiquer la dépression chez ces sujets, et notamment on voit qu'il y a un certain nombre d'échelles, de questionnaires qui sont utilisés. Or, certains de ces questionnaires comportent des questions qui peuvent tout à fait être, des symptômes qui peuvent être tout à fait secondaires à la maladie rénale chronique en propre, comme des troubles de l'appétit, des troubles du sommeil, etc. Donc il vaut mieux utiliser des méthodes qui ne tiennent pas compte de ces symptômes purement physiques, et là on est à des chiffres qui vont entre 20 et 30%, donc ils sont toutefois extrêmement élevés malgré tout. La prévalence instantanée d'épisodes dépressifs dans la population générale, elle est légèrement en dessous de 5%, donc c'est des chiffres qui sont 4 à 5 fois plus élevés dans cette population. Et puis ça, ce sont chez les patients qui sont transplantés, on voit que ces patients retrouvent une prévalence de la dépression, ce ne sont pas les mêmes sujets, mais au niveau de dépression, qui sont ceux des patients avant le stade de dialyse. Quels sont les facteurs psychologiques qui pourraient favoriser ou au contraire protéger les états dépressifs? Ce sont des facteurs qui ne sont pas spécifiques. Le fait d'avoir un soutien social, le fait d'avoir une personnalité plus ou moins vulnérable avant le développement de la maladie. Cognitive appraisal, c'est-à-dire la façon dont on prend la maladie, l'interprétation qu'on en fait, les représentations qui y sont associées, la façon dont on s'y ajuste, la stratégie de coping, d'ajustement. Est-ce qu'on s'attaque au problème? Est-ce qu'on est dans le déni? Est-ce qu'on essaye d'augmenter l'exposition à des événements positifs? Et puis les éléments de stress perçus, et c'est surtout le stress perçu, le stress subjectif plus que le stress objectif, qui est un facteur de risque de développer une dépression chez ces patients qui ont une maladie rénale chronique. Une diapositive compliquée, le message est simple, c'est que si vous essayez d'établir une relation entre les symptômes associés éventuellement à la maladie rénale chronique, ici, chez des sujets dialysés, et la qualité de vie, il est très difficile d'obtenir un modèle statistique qui ne tienne pas compte de la dépression. La dépression, donc diapo compliqué, message simple, la dépression est une composante majeure, un déterminant majeur de la qualité de vie de ces patients. Donc voilà pour la première partie, il y a un retentissement potentiellement fort, même si là ce sont des études observationnelles, mais on peut imaginer qu'il y a une relation d'ordre causal, au moins en partie, un retentissement potentiellement fort de la maladie rénale chronique sur, de façon générale, l'état psychologique, en particulier ici, la dépression. Est-ce que la dépression, puisque j'ai choisi de me focaliser sur cet aspect-là, est-ce que la dépression est un marqueur de risque d'une plus grande évolutivité de la maladie rénale? Là aussi, il y a un certain nombre de travaux qui s'y sont intéressés. Des travaux de ce type, j'ai pris un travail particulier et puis ensuite je montrerai une méta-analyse. Dans ce travail qui portait sur à peu près 200 sujets, 250 sujets initialement, on observe que le fait d'être déprimé, c'est la courbe pleine, ou non déprimé, qui est la courbe ici en pointillé, est associé à un surrisque ou à une augmentation de la rapidité de l'apparition de certains événements, d'être mis en dialyse, je ne sais pas si mis en dialyse ça se dit, en tout cas d'initier une dialyse, le fait d'être hospitalisé et le fait de décéder, bien que ce ne soit pas significatif. Quand on fait un indice composite de ces trois événements, globalement, les sujets déprimés, toutes choses étant égales, enfin toutes choses mesurées étant égales au début, la dépression est associée, est un marqueur de risque d'une évolutivité plus importante. Alors je vous ai dit que la mortalité, ce n'était pas significatif. Sur une étude, ça ne l'est pas. Mais il y a des méta-analyses qui portent sur la dépression comme acteur de risque de mortalité des patients atteints de maladie rénale chronique, ici d'insuffisants rénaux. Et ce surrisque est environ d'augmenter de 60%. Alors le degré d'ajustement sur d'autres facteurs de risque d'évolutivité de maladie rénale varie en fonction des études, mais globalement, le fait d'être déprimé augmente de 60% le risque de décéder de la maladie rénale chronique pendant la durée d'observation de l'étude. Il y a des modérateurs de cette association. Ce que l'on montre en gros, c'est que cette association entre dépression et mortalité est à peu près identique, quel que soit le stade de la maladie, que ça ne dépend pas du niveau de dépression dans l'échantillon,
que ça ne dépend pas de la durée de la dialyse, que ça dépend assez peu de la façon dont on a mesuré la dépression. Enfin bref, il y a plein de choses qui ne rentrent pas en ligne de compte, qui ne changent rien à cette relation. La seule chose qui change, c'est le fait qu'on a tenu compte dans l'analyse des facteurs de risque cardiovasculaires. Et si on a tenu compte des facteurs de risque cardiovasculaires classiques, on constate que l'association entre dépression et maladie rénale est diminuée. En termes de marqueurs de risque, ça ne change rien. En termes d'explication physiopathologique, ça signifie qu'une partie de cette association est expliquée par le fait que les patients déprimés sont plus exposés que les autres aux facteurs de risque cardiovasculaires. Une autre méta-analyse qui ne se focalisait que chez les patients en dialyse et qui montrait des chiffres tout à fait similaires à ce qui était obtenu tout à l'heure, dans une augmentation de 40% ici, dans cette méta-analyse, une augmentation de 50%, donc de la mortalité en cas de symptômes dépressifs associés. Donc on a parlé de cet aspect, de cette association entre facteurs psychosociaux et pronostics. Changeons un tout petit peu le focus et essayons de nous demander si on a des voies, des mécanismes plausibles pour expliquer cette relation. Avant de se lancer dans l'explication, il faut mettre cette flèche en pointillé. Peut-être qu'il y a des facteurs confondants qui expliquent que je suis à la fois déprimé et que ma maladie va évoluer plus vite, mais sans qu'il y ait de relation causale entre les deux. Des facteurs génétiques, par exemple. Si vous parlez à un psychiatre du polymorphisme de récepteur à la sérotonine, le psychiatre va vous dire « Ah oui, régulation émotionnelle, ta. » Si vous parlez à quelqu'un qui s'intéresse par exemple, la coagulation, il va vous parler agrégation plaquettaire, parce que c'est le même récepteur à la sérotonine qui va contrôler les fonctions plaquettaires que celui qui contrôle les fonctions de certains réseaux neuronaux au niveau cérébral. Donc il y a des pléiotropismes génétiques qui peuvent influencer à la fois le risque de dépression et le risque de maladie rénale et son évolutivité éventuellement. Des choses plus étonnantes d'environnement, alors j'ai entendu la communication précédente, des éléments de l'environnement, effectivement, là, on pense à beaucoup de choses très matérielles, comme la façon de se nourrir ou être exposé à des toxiques. Puisqu'il est question de médecine psychosomatique, je voudrais rappeler que, par exemple, l'exposition à des mauvais traitements pendant l'enfance est associée à une calibration de votre façon biologique de réagir au stress, et à l'âge adulte, alors que vous n'avez pas de maladie, vous aurez des niveaux d'inflammation qui sont plus élevés à l'âge adulte si vous avez été exposé dans votre enfance à des traumatismes, à des mauvais traitements. Et donc ces mauvais traitements sont à la fois des facteurs de risque de dépression quand à l'âge adulte vous êtes confronté à d'autres sources d'adversité, mais peuvent aussi calibrer la façon dont votre organisme répond au stress, y compris au stress biologique. Tout ça pour dire que les relations ne sont pas nécessairement causales, hein. Ici c'est uniquement de l'observation, même si on a tendance à se dire que ça pourrait être une cause, bien ce ne sont que des associations. Alors il y a peut-être aussi des médiateurs, c'est-à-dire des facteurs intermédiaires qui expliquent la relation ici entre dépression et mauvais pronostic. Les plus évidents, j'en ai listé quelqu'un, par exemple le tabac. Le tabac, on sait, ça c'est assez démontré, que les sujets déprimés fument plus et qu'ils ont plus de mal à s'arrêter de fumer que les autres. Donc la capacité d'un sujet à arrêter de déprimer est une fonction de son état dépressif. Et les sujets dépressifs ont beaucoup plus de mal à arrêter de fumer. Et ils ont aussi beaucoup plus de mal, la diapo est illisible, mais c'est exprès, je vais la commenter dans un instant, ils ont aussi beaucoup plus de mal à suivre un traitement. Un des facteurs psychologiques qui est le plus associé à la dite malobservance, au fait de ne pas suivre le traitement tel que notre médecin souhaiterait qu'on le suive, est influencé par la dépression. Donc ici, ce sont des études qui étaient trop hétérogènes pour faire une méta-analyse. Il y a 8 études qui ont essayé de mesurer prospectivement si le fait d'avoir une dépression était associé à la capacité de prendre son traitement, de suivre son traitement antihypertenseur correctement. Et de façon globale, dans toutes ces études, il y avait une association, et souvent dans les analyses multivariées, une association entre le fait d'être déprimé et de moins bien suivre son traitement antihypertenseur. Dans ce cas-là, si je reviens à une diapo précédente, la relation reste causale. C'est parce que vous êtes déprimé, que vous prenez moins bien votre traitement, que votre pronostic, in fine, sera moins bon pour l'hypertension, on peut le penser pour la maladie rénale chronique. Ça reste causal, mais c'est intermédiaire. La cible pourrait être pas forcément la dépression, mais directement le tabac, l'observance,
Je n'ai pas parlé de nutrition, mais les patients déprimés mangent plus gras, plus sucré et plus salé que les sujets non déprimés. Donc je repasse là-dessus. Ici, une étude caricaturale de ce qu'on peut observer. Le niveau de preuve de ce genre d'étude est faible, mais c'est très explicatif. C'est une étude de 4 témoins. Tous ces patients ont eu un cancer lié à l'usage du tabac. Et on veut savoir ce qui différencie ceux qui ont arrêté de fumer à la suite de ce diagnostic de ceux qui n'ont pas arrêté de fumer. Et la dépression est un facteur significatif qui différencie ces deux populations. Est-ce qu'il y a des médiateurs plus biologiques? Alors on connaît bien l'association, et depuis longtemps, l'association entre dépression et le pronostic de la maladie coronarienne. Et donc ce qui est connu comme mécanisme, ce sont plutôt des proxys, des mécanismes qui sont peut-être plus proches de la physiopathologie de la maladie coronarienne. Comme il y a ici des spécialistes, ils pourront me corriger pour savoir si ça n'a rien à voir avec la physiopathologie et l'évolution de la maladie rénale, ou si au contraire ça peut être pertinent. J'ai sélectionné 2 médiateurs, 2 mécanismes biologiques particuliers, qui sont la balance sympatho-vagale et puis l'inflammation, le contrôle de l'inflammation. La balance sympatho-vagale, c'est-à-dire la capacité de notre organisme un certain nombre de fonctions cardiovasculaires, la fréquence cardiaque, l'évolution de la pression artérielle, etc., sont le reflet d'un contrôle des fonctions vasculaires, cardiovasculaires par le système nerveux autonome, avec 2 composantes, une composante dite sympathique, une composante dite parasympathique ou vagale. Et la balance entre ces 2 domaines nous permet d'ajuster la fonction de notre système cardiovasculaire aux demandes de l'environnement. La dépression est associée à une perte de cette balance au détriment du tonus vagal. Il y a un déséquilibre de cette balance avec un tonus hypersympathique, qui est plutôt le tonus activé par le stress, et une diminution de la balance vagale, qui est plutôt un tonus protecteur. Les chiffres ici pourraient être commentés. En gros, la plupart du temps, ce qui est fait, c'est qu'on regarde la variabilité de rythme cardiaque, heart rate variability, qui est modulée, qui normalement est ample chez un sujet sain, qui est beaucoup plus restreinte chez un sujet déprimé. Et ça, si on fait une analyse spectrale, sans rentrer dans les détails, on peut montrer que c'est lié surtout à une chute du tonus vagal chez les sujets déprimés. En ce qui concerne l'inflammation, ici, il s'agit de sujets ne souffrant que de dépression. Ils n'ont pas a priori d'autres maladies somatiques connues, ni de maladies inflammatoires. Et on va pouvoir détecter chez ces sujets des taux plus élevés de certaines cytokines pro-inflammatoires. La CRP, pour ceux qui savent ce que c'est, n'était pas dans cette méta-analyse, elle serait positive également. Ici, il y a 2 cytokines pro-inflammatoires, le TNF-alpha, l'IL-6, qui sont des cytokines pro-inflammatoires, qui sont plus élevées chez les sujets déprimés que chez les sujets non déprimés, alors qu'ils n'ont pas d'infection, ils n'ont pas de maladie inflammatoire chronique, etc. Il me semble que ce sont des médiateurs qui ont été incriminés, en tout cas, pour expliquer d'éventuelles voies directes entre la dépression et le pronostic de la maladie rénale. C'est certainement impliqué, et certainement le cas en partie pour la maladie coronarienne. Alors, on m'a dit de faire simple. Alors, j'étais un peu gêné, on m'a dit de faire simple et ça va être un peu pratique. Alors, vous voyez, j'avais eu d'autres inputs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dépression n'est plus une inconnue. En 2015, on sait quelles sont les régions cérébrales qui fonctionnent, dysfonctionnent. Ce n'est pas la cause, mais on sait que quand vous êtes déprimé, comment fonctionne votre cerveau par rapport à comment il fonctionne quand vous n'êtes pas déprimé. Il n'y a pas de relation causale entre ce que vous ressentez en tant que sujet et la façon dont votre cerveau fonctionne. C'est 2 façons d'observer le même phénomène, soit en demandant le sujet, de lui demandant comment il se sent, soit en observant la façon dont son cerveau fonctionne. Mais on connaît les désordres cérébraux qui sont associés à cet état dépressif. Et il y a plusieurs modèles pour comprendre ces réseaux cérébraux. Il y a une région qui est dysrégulée, particulièrement de façon reproductible, qui est l'amygdale cérébrale. Donc ce n'est pas celle qu'on vous a sauvagement enlevée quand vous étiez petit. L'amygdale cérébrale, c'est une région qui va en gros être le nœud dans lequel tous les signaux d'alerte, quand ils sont interprétés par notre cerveau, vont converger pour déclencher un signal d'alerte, y compris au niveau périphérique. Comment on étudie ces systèmes cérébraux? Je vais prendre un exemple, mais j'avais prévu que le précédent schéma serait un peu aride. Très simplement, qu'est-ce qu'on demande aux sujets, ici témoins, qui sont dans cet IRM fonctionnel pour étudier leur cerveau? On leur demande d'observer des photographies. Par exemple, ils ont à observer cette photographie. On dit, regardez cette photo, rien d'autre. Le visage humain, c'est un stimulus biologiquement déterminé. C'est de la même façon dont on exprime ce type d'émotion, quelle que soit la culture, dans les 4 coins de la Terre. Donc c'est un stimulus extrêmement fort. On peut aussi demander aux sujets d'augmenter leur émotion.
Ils peuvent se raconter une histoire. Ils peuvent se dire, c'est en 2005, c'est à Madrid, il y a eu les attentats à la gare de Madrid, et cette femme qui attendait son fils vient d'apprendre avec certitude que son fils fait partie des victimes. On a retrouvé ses affaires, etc. Donc elle ne peut plus ignorer que son fils vient de mourir. Puis ces expériences ne sont pas que sadiques, on peut demander aux gens de regarder la même image et leur dire diminuez cette émotion. Donc ils peuvent se dire, bien voilà, c'est à Madrid, c'est en 2006, la France vient de sortir l'Espagne en quart de finale. À ce moment-là, le stimulus est exactement le même. L'interprétation, le cognitive appraisal de tout à l'heure n'est pas le même. Il y a un soulagement subjectif, ce dont témoigne votre propre expression faciale. Et puis on peut observer au niveau cérébral, bien sûr, la modulation de la réaction émotionnelle et ses corrélats anatomiques, notamment la moindre activation amygdalienne lors de la condition de diminution par rapport à la condition passive et l'hyperactivation amygdalienne lors de la condition d'augmentation. Donc heureusement pour les psychothérapeutes, les gens ne sont pas pieds et poings liés face à l'environnement, l'interprétation qu'ils font de ce qui leur arrive est un élément clé. Chez les sujets déprimés, pour faire simple, cette voie-là ne fonctionne pas. Elle est même, quand elle fonctionne, contre-productive. Les sujets déprimés qui tentent de réguler leurs émotions, ça aboutit en général à une hyperactivation amygdalienne. Alors si on ne s'intéresse pas du tout aux émotions, mais simplement aux relations entre stress mental et pression artérielle, alors le test le plus classique pour faire augmenter la pression artérielle devant un stress mental, c'est de donner un topo devant un parterre de gens particulièrement hostiles. Je n'ai pas choisi cet exemple. Ici, il s'agissait de faire un tâche d'arithmétique qui est truqué et à la fin, on finit par échouer. Quel que soit son niveau, on finit par échouer. Donc, il suffit d'appuyer sur un écran d'ordinateur avec son petit doigt. Mais ça fait augmenter notre pression artérielle parce qu'il y a un examinateur derrière qui nous regarde et qui ne nous dit rien. Eh bien, l'amygdale, qui ne sert absolument pas à compter, il n'y a aucun module de computation dans l'amygdale, enfin pas de computation arithmétique, est augmenté chez ceux qui élèvent leur pression artérielle pendant cette tâche de calcul mental. Et ça fonctionne de façon, en gros, par une inhibition du baroréflexe, qui est un des mécanismes pour réguler la pression artérielle de façon très rapide, qui met en jeu des régions cérébrales qui sont celles qu'on a vues tout à l'heure impliquées dans la dépression. Donc, si vous vous intéressez aux émotions, vous allez avoir des régions que vous allez dire ça, c'est les zones de la dépression. Puis vous vous intéressez à la régulation minute après minute de la pression artérielle, vous allez aboutir aux mêmes régions. En fait, ce sont les mêmes personnes qui ont le même cerveau et qui font les mêmes choses. Si vous vous intéressez à la régulation de l'axe corticotrope au niveau cérébral, finalement, si j'avais mis cerveau et dépression, on aurait les mêmes régions. Des régions dont on a déjà parlé, des régions corticales médianes, l'amygdale ici qui n'est pas au centre du cerveau, qui est excentrée, l'hippocampe, etc. Donc chaque spécialiste, chaque domaine de recherche voit midi à sa porte. Mais le sujet, pour lui, quand son état émotionnel varie, sa capacité à réguler des variables biologiques, de façon tout à fait non consciente, évidemment, varie de la même façon et dépendent des mêmes réseaux cérébraux. Et enfin, puisqu'on a parlé d'inflammation, ces deux principales voies, c'est-à-dire l'activation du système nerveux sympathique, ou la freination, la non-freination par le système vagal, ou l'influence de ces régions sur l'activité corticotrope vont in fine aboutir via des mécanismes de transduction génétique, pas forcément épigénétique d'ailleurs, il peut y avoir un impact direct sans que ce soit durable au cours du temps, sur la transcription de certaines protéines, notamment de l'inflammation, ce qui peut aboutir au résultat qu'on a vu tout à l'heure, dépression, plus d'IL6, plus de TNF-alpha, etc. Et donc il y a plein d'exemples qui montrent que à pathologie égale, ici ce sont des sujets qui ont un cancer du rein métastatique, le fait d'être déprimé ou non déprimé, avec le stade bien sûr du cancer étant égal, est associé à un pattern de transcription génétique qui est différent en fonction de cet état psychologique. Là aussi, il n'y a pas nécessairement de relation causale, ça fait 4 fois que je le dis, mais je sais que ça vient spontanément dans notre esprit quand on regarde tout ça, ce sont des corrélats. Le dernier point, et puis ensuite je parlerai de la partie traitement dans les 3 dernières minutes, c'est l'exclusion sociale. Tout à l'heure, dans les facteurs, on a vu que le soutien social est un facteur protecteur, l'exclusion sociale est un facteur au contraire vulnérabilisant. On peut étudier ça aussi en médecine psychosomatique grâce aux neurosciences. On vous fait jouer un petit jeu de ballon, ça c'est votre main, vous jouez à un stupide jeu vidéo, il faut lancer la balle soit à l'un soit à l'autre. Vous les avez rencontrés auparavant, ces 2 personnes, puis chacun est parti dans une pièce. En fait, c'est pas vrai. Vous jouez contre un ordinateur et qui va vous exclure. Au bout d'un certain temps, ils ne vont plus vous passer la balle. C'est une situation déplaisante.
qui est associée à une réactivité cérébrale. On déteste être exclu par nos congénères. C'est probablement favorisé par l'évolution, parce que si nos ancêtres n'avaient pas détesté être exclus par leurs congénères, ils n'auraient pas transmis leurs gènes jusqu'à nous. Et c'est associé, bien sûr, à une réactivité cérébrale spécifique, peu importe, mais également à la sensibilité, par exemple, du système immunitaire à des situations de stress social. Si vous avez dû faire ce topo face à un parterre de gens hostiles, etc., plus vous avez été sensible à l'exclusion sociale, plus vous allez, ici c'est le TNF-alpha, enfin, c'est le récepteur soluble du TNF-alpha, plus vous allez sécréter de cytokines pro-inflammatoires. Dernier point de neurosciences, quand vous êtes exclu, vous augmentez aussi votre appétit pour les stimuli plaisants. Stimuli plaisants pour l'être humain, alors pour tous les mammifères, êtres humains compris, c'est la nourriture et le sexe, en gros. Donc on voit à quoi l'évolution nous a solidement dotés. Hein. Mais pour l'être humain, il y a d'autres renforçateurs, il y a aussi l'argent et les compliments qui activent cette région-là. Mais c'est très important, quand vous êtes exclu, vous augmentez la sensibilité de cette région aux nourritures qui activent ces régions-là. Et les nourritures qui activent ces régions, c'est le gras et le sucré. Dernier point, il y a des interventions pour traiter la dépression chez les sujets atteints de maladies rénales. Alors, je ne pense pas être suspect de conflit d'intérêt en disant qu'il n'y en a aucun essai randomisé de traitement antidépresseur dans cette population, ce qui peut paraître un scandale après les données épidémiologiques que je vous ai montrées. Si vous faisiez la revue de littérature dimanche dernier, vous trouviez qu'il y avait un protocole publié, mais pas de résultats disponibles dans la littérature, donc on ne sait pas si l'usage de médicaments antidépresseurs est utile chez ces patients pour traiter la dépression. Par contre, c'est ce que disait ce papier, par contre, il y a des protocoles de prise en charge psychothérapeutique qui ont été publiés, deux qui relèvent des thérapies cognitives et comportementales et qui montrent un certain intérêt de ces prises en charge en psychothérapie. L'une purement sur la présence d'un état dépressif, mais vous voyez les échantillons, ça vraiment des effectifs très faibles, mais enfin ce sont des études randomisées. Et puis une autre qui était en crossover, on montre un avantage sur le traitement de la dépression, sur la qualité de vie, et y compris sur les variations du poids entre les dialyses, ce qui suggère qu'il y a peut-être même un effet sur l'observance ou la compliance aux gènes diététiques. Puis quand on inverse, que les groupes qui étaient en liste d'attente bénéficient du traitement, on constate que les groupes qui bénéficient du traitement s'améliorent à leur tour et qu'il n'y a pas nécessairement d'aggravation de ceux qui arrêtent le traitement. Donc il y a des pistes qui existent malgré tout pour agir sur la dépression de ces patients et peut-être sur le pronostic. Ça, est-ce qu'on a des données? Non, on n'en a pas. Les seules données qu'on a, c'est dans le domaine de la maladie cardiovasculaire, coronarienne. Je vous l'ai dit, il y a des pressions facteurs pronostiques importants dans la maladie coronarienne. Donc ça a généré plein d'essais randomisés pour essayer non pas de soigner la dépression, mais d'améliorer le pronostic de maladie coronarienne. Toutes ces études sont très décevantes. Donc la dépression est-elle la bonne cible? Et la communauté psychocardiologique, je ne sais pas comment il faut l'appeler, s'est dit que finalement ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Ce qu'il faut faire, c'est traiter le stress chez tous les coronariens, qu'ils soient déprimés ou non. Et là, on a des effets positifs sur la récidive. Et ça se voit au niveau de certaines méta-analyses. Quand on fait une prise en charge psychologique du stress chez les patients coronariens, qu'ils soient déprimés ou non, on a des effets en prévention secondaire qui sont de l'ordre de 20 à 30%. Dans cette méta-analyse-là et dans celle de la Cochrane également, montrant que cette diminution du risque est vraie pour la mortalité cardiaque. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci pour cet exposé que j'allais qualifier d'un peu atypique. On n'est pas tout à fait habitué à entendre les psychiatres nous parler d'antirécepteurs du TNF-alpha, mais donc c'était particulièrement intéressant. J'ai retenu également que finalement la prise en charge psychiatrique était meilleure que le traitement par statine dans la prévention du risque secondaire de l'infarctus du myocarde. Donc, merci de souligner ce point. Donc peut-être quelques réactions dans l'assistance. Oui, Rémi Salomon. Merci beaucoup pour cet exposé que j'ai trouvé vraiment remarquable et qui nous apporte, à mon avis, énormément dans notre pratique quotidienne. Enfin, il devrait en tout cas nous faire réfléchir à beaucoup d'éléments qu'on laisse peut-être un peu trop de côté. Et juste un complément par rapport à mon topo finalement, parce que ça j'ai omis de le mentionner, mais le stress chez la femme enceinte ou au moment de la naissance était également un facteur qui a été bien étudié, vous devez connaître ça aussi, sur le déterminisme de certaines pathologies chez l'enfant.
Absolument. C'est vrai que le stress maternel, ça a été montré dans des modèles animaux, hein, sans doute ceux à quoi vous faisiez référence. Hein. Le stress chez des mères mammifères qui ne font pas partie de notre espèce, donc on peut leur faire subir à peu près n'importe quoi, eh bien, va calibrer la réactivité au stress de leur progéniture. Et donc les enfants, les descendants de ces mères rats ou souris stressées pendant la grossesse vont eux-mêmes avoir un phénotype d'hypersensibilité au stress, lié à des phénomènes épigénétiques, dont d'ailleurs la transmission pourrait aller jusqu'à la 2e génération. D'autres questions? J'aurais envie de recentrer un peu votre topo sur votre activité de psychiatre de liaison dans un service de néphrologie. Vous nous parliez un petit peu des actions que vous mettez en place, à la fois peut-être du côté des maladies rénales chroniques avant la dialyse, ou chez les dialysés, voire chez les transplantés. Donc l'unité dont je m'occupe a été fondée par le professeur Sila Consoli à la création de l'HEGP. Elle existait déjà dans les hôpitaux notamment à Brousset, qui ont constitué les équipes de cet hôpital, vise à mettre à disposition des patients suivis ou consultants sur le groupe hospitalier les compétences des collègues psychologues ou psychiatres pour diagnostiquer, prendre en charge, éventuellement prévenir des états psychologiques. Avant tout, la détresse psychologique, c'est-à-dire ce qui compte en premier lieu, c'est d'abord la subjectivité du sujet qu'on tente de soulager. Mais on n'a jamais fermé les yeux, et c'est le 2e axe prioritaire, l'idée que ces interventions, si elles le pouvaient, devaient aussi permettre d'améliorer le pronostic de l'affection, d'améliorer la capacité de ces patients à supporter, alors bénéficier ou subir tout ce que le corps médical leur propose, parce que c'est un des axes très importants. Donc en pratique, ça se fait comment? Premièrement, on est à la disposition des patients qui le souhaitent pour les rencontrer. C'est surtout des demandes qui concernent nos collègues psychologues. Deuxièmement, on est à la disposition des collègues médecins, néphrologues en l'occurrence dans le département du professeur Tervet, pour voir les patients qui auraient été dépistés comme éventuellement ayant des états pathologiques, dépressifs, donc ça permet d'avoir des avis psychiatriques. Puis un certain nombre d'actions qui sont plus proactives, par exemple certaines de nos psychologues rencontrent les patients candidats à une greffe de rein, voire les couples donneurs-receveurs, pour essayer de mieux comprendre en amont ce qui pourrait poser problème dans l'après de la greffe comme ajustement psychologique. Donc tout ce travail est fait au quotidien. Ce qui nous manque peut-être encore, c'est, j'allais dire, le niveau de preuve concernant non pas le confort psychologique, mais l'impact même sur le pronostic de ces maladies. Si on avait ce niveau de preuve-là, peut-être que vis-à-vis des décideurs, c'est un peu flou comme terme, mais on pourrait mettre en avant le fait que ces actions-là sont rentables, quelle que soit l'acception de ce terme. Oui, je crois que c'est particulièrement important. On est confronté à des populations de malades chroniques qui nécessitent cette prise en charge, comme vous l'avez souligné, qui normalement d'ailleurs est réglementée en ce qui concerne les transplantés, puisque normalement on doit avoir au moins un psychologue par service de transplantation. Et malheureusement, on est loin de pouvoir disposer de ce type d'aide dans tous les services de néphrologie. Rémi, tu voulais ajouter quelque chose? En particulier, de façon très pragmatique, j'ai bien noté le problème de l'observance, qui était moins bonne chez les déprimés, ça me semble évident, mais on n'est pas très... Dès que je rentre dans le service, on va essayer de mettre en place un dépistage de cette dépression qui, comme vous nous l'avez montré, n'est pas forcément évidente, elle ne saute pas forcément aux yeux. Et ça, c'est pour nous, en tout cas, les adolescents greffés. La première cause de perte du greffon, c'est le problème d'observance, et l'adulte jeune aussi. Donc ça, c'est certainement une population à risque qu'on peut, avec votre aide, certainement mieux cerner, et pour lequel on peut avoir une action, j'imagine. Et pour faire le lien d'ailleurs en ce que vous venez de dire, à ce qui vient d'être dit, je crois que le principal obstacle au dépistage de quelque affection que ce soit, c'est de ne pas disposer en aval du spécialiste auquel on pourrait adresser. Plutôt que de regarder la paille qui est dans l'œil de mes collègues néphrologues, je vais regarder la poutre qui est dans celle des psychiatres. La première cause de surmortalité des patients déprimés ou schizophrènes, c'est la maladie coronarienne. C'est de ça dont ils meurent bien avant de mourir du suicide. Et nous ne dépistons pas le syndrome métabolique chez nos patients, tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude ou on n'a pas de cardiologue de liaison qui viendrait chez nous faire ce qu'il faut ensuite.
Donc c'est vrai que le dépistage n'est mis en place que quand on a la filière d'aval, malheureusement. Oui, Thierry Dassault. Bravo pour votre exposé et merci sur le fait, et c'est une hypothèse que j'ai essayé de développer au niveau de recherche ou d'études par rapport à notamment des maladies rares sur comment s'est passée la grossesse et si la mère a eu un stress ou une émotion assez grave, je dirais. Alors, psychosomatique, pour moi, c'est se fabriquer une maladie. Je peux me tromper, hein, je suis néophyte. Mais finalement, vous avez bien appuyé sur le stress. Je voudrais bien revoir le dessin parce qu'il est très intéressant et j'aime beaucoup la bande dessinée. Ne fait pas entrer le stress. Finalement, on parle, et je pratique aussi, sans trahir de secret, la sophrologie. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un moyen aussi de reconnecter, d'être dans un état justement de confiance, d'éviter une maladie qui passe. Ce dessin, il est particulier parce qu'il insiste sur le fait que la recherche, et notre focus, c'est toujours sur les facteurs psychologiques négatifs. Mais il y a une recherche, enfin, pour 20 études qui portent sur un facteur psychologique négatif, il y en a une qui porte sur les facteurs psychologiques positifs. Donc il y a toute une recherche qui émerge réellement, qui montre que les facteurs psychologiques positifs ne sont pas... Enfin, être heureux, ce n'est pas ne pas être déprimé, c'est bien plus que ça. Et donc, tous les facteurs positifs, et je pense que des médecines complémentaires, telles que la sophrologie ou d'autres approches, si elles ont la capacité d'induire ou d'améliorer le bien-être émotionnel des patients, mériteraient d'être étudiées, non seulement en ce qui concerne leur impact psychologique, mais pourquoi pas leur impact, sans s'en préjuger, leur impact sur l'état de santé des patients. Alors, il y a des domaines dans lesquels c'est fait, et le débat est clos. Méditation et cancer, vous améliorez le bien-être psychologique des patients, c'est certain, et vous ne modifiez en rien leur survie. Mais il y a plein de domaines dans lesquels tout est à faire. Et par exemple, gestion du stress chez les patients coronariens, clairement, vous augmentez leur survie.